Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du mental et de l'ego. Ce fameux mental, ce fameux ego. Dans les stages que j'anime depuis un certain nombre d'années, ce n'était pas le cas avant, ces deux mots, surtout le mot mental, reviennent de manière obsédante. J'entends des stagiaires se plaindre de leur mental en particulier et se méfier de tout ce qui peut être mental. Et ce mental, il l'assimile à l'intellect, et donc il se méfie de leur intellect, il se méfie de leur pensée, et ça va jusqu'à se méfier de toute idée, de tout raisonnement, de tout texte, et ça a des conséquences tout à fait tragiques, tout à fait contre-productives. Par exemple, lorsque je propose d'écouter sa sagesse intérieure, de dialoguer avec son guide intérieur, et de laisser venir une parole, un texte, un message du guide intérieur. Beaucoup ne laissent pas venir parce que pour eux les mots sont dangereux. L'idée même qu'il puisse y avoir un message proviendrait-il du guide intérieur est suspecte. Le mot est suspect, la pensée est suspecte, le langage est suspect. Il est certain que c'est très handicapant et qu'on ne va pas très loin si on refuse de penser. Penser est absolument nécessaire, surtout dans le monde dans lequel on vit, qui est incroyablement complexe, où nous avons à faire face à toutes sortes de difficultés. Voir le réel avec perspicacité, avec lucidité, avec discernement, avec pertinence, est tout à fait indispensable. Donc nous devons penser, et renoncer à penser n'est évidemment pas la solution, c'est pas une solution adulte, c'est pas une solution responsable. Alors, il faudrait savoir de quoi on parle. La plupart des gens parlent de mental sans savoir à quoi correspond ce mot. La vogue du mental, la diabolisation du mental et du non-mental vient des enseignements orientaux. C'est à partir du moment où les enseignements orientaux venant de l'hindouisme et du bouddhisme sont venus par intermédiaire des cours de yoga, des cours de méditation, qu'on a commencé à parler de mental en Occident. Avant, on n'en parlait pas, ou alors les sportifs en parlaient, mais de manière tout à fait emphatique, laudative et non péjorative. Il faut avoir un mental fort, le mental pour eux c'est super. Autant le mental c'est le diable pour les adeptes du développement personnel et de la spiritualité, autant pour les sportifs, le mental c'est merveilleux, ils se concentrent, ils développent leur mental, ils sont très contents comme ça du reste. Donc d'où vient cette diabolisation du mental? Ça vient de l'hindouisme et ça vient du bouddhisme. Et en fait, il y a un problème de traduction, il y a une erreur de traduction. Ce mot mental reprend le terme anglais mind, utilisé par les maîtres spirituels indiens qui parlent anglais, en tout cas quand ils s'adressent à des occidentaux, lequel mind est une mauvaise traduction du sanskrit manas, qui signifie très exactement mental conditionné. Conditionné par quoi? Par deux choses. Conditionné par les émotions. Il est certain que lorsqu'on est sous le coup de la colère, par exemple, nos pensées sont colériques, elles ne sont pas justes, elles sont déformées, dans la mesure où nous sommes emportés par cette émotion qui crée un espèce de filtre déformant, qui conditionne les pensées. Quand on est sous le joug de la tristesse, on voit tout en noir. Quand on est sous le joug de la peur, on a peur de tout, etc. Donc les pensées émotionnelles sont évidemment des pensées perverties, conditionnées par cette émotion. Et un deuxième phénomène qui est lié, en fait, qui est connexe, c'est les pensées idéologiques. Les pensées idéologiques sont les pensées qui ne viennent pas de nous-mêmes, mais qui ne sont que des répétitions de ce qu'on a appris dans notre idéologie philosophique, politique, religieuse, syndicale, que sais-je. Et en fait, il ne s'agit pas d'une véritable pensée. En Inde, on utilise en fait deux mots pour parler de l'esprit, de l'intellect, du mental. Il y a le mental supérieur qui est manas, et le mental inférieur manas, et le mental supérieur qui est vijnana, synonyme de sagesse, de vision juste. Jnana, c'est la connaissance. Donc, le problème n'est pas la pensée, le problème n'est pas l'intellect, le problème est la manière dont on s'en sert. C'est comme toute fonction, elle peut être la meilleure ou la pire des choses selon la manière dont on s'en sert. Alors, pour savoir ce qu'il en est de
du non mental, parce que le non mental est une catégorie, une expression qui existe dans les enseignements orientaux. J'ai fait des recherches assez approfondies et je suis tombé un jour sur un livre qui s'appelle Le non mental selon la pensée zen, dont l'auteur est le professeur Suzuki, un japonais spécialiste du bouddhisme zen. Bon, alors là, je me suis dit, je vais enfin comprendre ce que signifie le non mental selon le bouddhisme et l'hindouisme. Et alors, j'ai appris qu'en fait, ça vient du bouddhisme Chan, qui est l'ancêtre, si je puis dire. Donc, le bouddhisme Chan est chinois, qui est l'ancêtre du bouddhisme zen japonais. Et le bouddhisme Chan lui-même a été influencé par le taoïsme, qui lui est antérieur. Et dans le taoïsme, il y a une expression bien connue qui est le non-agir. Wai wu wai, en chinois, c'est dur à dire pour un occidental. Wai wu wai, agir sans agir. Et le wu chinois, en fait, ressemble plus à l'alter latin qu'au a latin privatif. Donc, autrement dit, ça ne veut pas dire ne pas agir. Parce que, par exemple, si vous lisez les œuvres complètes de Chuang Tzu, il donne, au fil d'un certain nombre d'historiettes, des exemples de personnes qui agissent de manière parfaite en suivant leur ressenti, leur feeling. Par exemple, un peintre chinois qui va rester 3 jours en méditation devant un paysage et qui ensuite, en quelques secondes, quelques minutes, le fixe sur la toile parce qu'il agira de manière parfaitement harmonisé avec son principe intérieur, avec sa vision, etc. Et Chuang Tzu donne des exemples comme ça de personnes qui agissent de manière parfaitement adéquate, jusqu'à l'exemple d'un boucher, de manière un peu provocatrice, un pêcheur, enfin bon, il y a un certain nombre d'exemples comme ça dans le Chuang Tzu, et c'est tout à fait éclairant. Et donc le non-agir chinois, ce n'est pas ne pas agir, c'est agir autrement. Agir autrement, connecté à son ressenti intuitif, à sa vision transcendante, à sa vision spirituelle, etc. Et donc le non mental du bouddhisme Chan a le même sens. Ce n'est pas ne pas penser, mais c'est penser de manière connectée à son être profond, à son être intérieur, à son intuition, à sa sagesse profonde, à son être spirituel. Et quand on comprend ça, on comprend que le non mental ne signifie pas lutter contre son intellect. La véritable signification du non mental, l'expression qu'on va trouver dans le bouddhisme, devrait être traduit plutôt par pensée alternative. Il ne s'agit pas de ne pas penser, parce que penser est indispensable à la vie. On a à prendre des décisions, à faire des choix. Nous avons constamment à faire face à des situations qui impliquent de penser. Mais c'est plutôt une pensée alternative, une pensée profonde, une pensée intuitive, une pensée sage. Et donc toute cette guerre contre le mental est totalement absurde. Parce qu'en fait, le mental n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'intellect, qui est à utiliser comme toute autre fonction. Se battre contre la sexualité est absurde, se battre contre le corps est absurde. Et pourtant, pendant des siècles, le christianisme nous a enseigné que la chair était mauvaise, impure, que le sexe était diabolique. Donc maintenant, on se rend compte que c'est absurde. J'espère que dans quelque temps, le plus rapidement possible, on se rendra compte que cette guerre contre l'intellect est totalement absurde et est une forme d'auto-sabotage. Et en fait, donc je disais que le mental n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'intellect, d'une part, qui est une fonction dont il s'agit de faire le meilleur usage possible. Et ce qui existe aussi, c'est l'inconscient, qui est constitué par l'ensemble des émotions refoulées qui nous constituent. Donc, plus on se libère de ces émotions névrotiques par la pratique de ce que j'appelle transmutation émotionnelle, plus l'esprit est calme et plus l'intellect peut fonctionner avec justesse, pertinence et précision. D'ailleurs, dans ce bouquin, Le non mental selon la pensée zen, Suzuki rapporte qu'un maître zen disait « il faut développer l'esprit ». Il faut développer l'esprit, terme qui a été mal traduit par mental. Donc,
je me permets de dire que les Occidentaux, pour la plupart, ont compris complètement à l'envers la signification du non mental dans le bouddhisme et dans l'hindouisme. Voilà. Et alors, donc, je voudrais dire simplement sur la question du mental, arrêtez de vous torturer avec cette histoire de mental, n'y pensez plus et tout ira pour le mieux. Vous êtes parfait tel que vous êtes, nos fonctions sont parfaites, pour autant qu'on se libère des troubles qui nous affectent, qui sont d'origine émotionnelle, et pour autant, parce qu'il y a le mental émotionnel, enfin l'intellect émotionnel et l'intellect idéologique, et pour autant qu'on pense véritablement, qu'on développe une pensée personnelle, autonome et libre, et plus on se mettra à l'écoute de soi, plus on passera du mental inférieur au mental supérieur, c'est-à-dire plus on développera un usage approprié, pertinent et sage de l'intellect. Alors je voudrais passer maintenant à notre deuxième ami, l'ego. Alors bon, dans les milieux spirituels, c'est la chasse à l'ego. Voilà, c'est le premier... le premier qui attrape son ego a gagné. Donc il est question que de tuer l'ego, réduire l'ego, déjà qu'on veut tuer le mental. Alors bon, là aussi, il y a un problème de traduction. Ce mot ego qui vient du latin est une mauvaise traduction du sanskrit ahamkar ou ahamkara qui signifie en fait conscience différenciée ou conscience individualisée. De quoi s'agit-il? En état d'éveil, on réalise que le moi n'existe plus, qu'on est tous le même être et que le moi est à la fois vide et plein, la totalité, et qu'il n'y a plus cet attachement à la conscience différenciée qui fait donc une différence entre soi et autrui, et que nous sommes tous un même être, que parfois l'on appelle Dieu, donc que l'on est Dieu également, mais que tout le monde l'est. Enfin voilà. Et donc, au moment où on réalise cet aspect des états d'éveil, qu'on se libère de cette focalisation abusive, illusoire sur sa propre personne, on réalise que le moi n'existe pas. Bon, c'est quelque chose de très classique dans les recensions, les récits des expériences d'éveil, que cette disparition du moi. Bon. Et la disparition de l'ego, c'est ce phénomène de disparition de la conscience différenciée. Alors quand ça arrive, c'est parfait. Mais quand ça n'arrive pas, dans l'état ordinaire, c'est pas la peine de lutter contre son ego. Ça n'a aucun sens et c'est encore une fois contre-productif. Parce qu'il y a des gens qui luttent contre leur ego. Bon voilà, ils disent « Ah zut, j'ai encore été dans l'ego », ou ils se culpabilisent terriblement, et ils luttent contre l'ego. Bon, mais qui va lutter contre l'ego? L'ego, c'est-à-dire la conscience ordinaire. Toute cette guerre est totalement absurde. Et le pire, c'est les gens qui arrivent à tuer leur ego. Bon, alors ils sont très fiers. Ils sont très fiers d'avoir supprimé leur ego. Tout ceci est complètement absurde. Le moment où cette conscience différenciée disparaît, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. En tout cas, c'est le signe qu'on vit une expérience d'éveil. Mais ce n'est pas en luttant contre l'ego qu'on y parviendra. Parce que on ne fait que le renforcer. Il faut bien comprendre que l'ego, au final, n'est rien d'autre que l'enfant intérieur blessé. Les gens qui friment, qui sont prétentieux, voilà, qui se donnent un genre, etc., le font parce que fondamentalement, c'est tout à fait évident, ils n'ont pas été suffisamment aimés, reconnus, compris, estimés dans l'enfance. Donc ce qu'on appelle l'ego est une phase nécessaire de croissance, de développement, de construction de la personnalité. Lutter contre l'ego, c'est empêcher la maturation de la personnalité, c'est empêcher finalement tout progrès spirituel authentique et véritable. Donc, je crois que plutôt que de lutter contre soi, j'ai déjà dit que l'écologie intérieure, c'était la cessation du combat contre soi. Moi, je propose au contraire d'aimer son enfant intérieur blessé, de l'amener à se guérir par la transmutation émotionnelle, aussi par la pratique, ce que j'appelle le scénario de guérison, de sorte que notre enfant intérieur blessé puisse peu à peu guérir et que plus on acquiert confiance en soi, plus on s'aime soi-même, plus l'ego se développe, plus il devient grand, immense et plus se développe l'amour de soi, plus il prend les proportions de l'univers et plus il disparaît au final. Il se dissout et donc
c'est l'extension même de l'ego qui amène et conduit à la dissolution de l'ego. Donc là encore, les Occidentaux, je me permets de le dire, étant occidental moi-même, nous avons mal compris les enseignements orientaux, nous les avons christianisés. Nous donnons de l'ego finalement une définition assez chrétienne qui est l'orgueil finalement. L'ego, dans la bouche des Occidentaux, c'est l'orgueil, il faudrait donc développer l'humilité. Sauf que les qualités humaines ne se développent pas par la volonté, elles sont le résultat de la construction intérieure et de la guérison progressive du cœur, de l'inconscient. Donc, moi, j'aurais vous conseiller de ne pas vous soucier de votre ego, qui, du reste, n'existe pas réellement, mais plutôt de guérir les troubles, les souffrances et les zones encore sombres de votre inconscient, car l'inconscient existe réellement si l'ego n'existe pas, est une pure construction fantasmatique. Voilà, donc ne vous souciez pas du mental et de l'ego, vivez heureux et tranquille, sans vous culpabiliser ou vous interroger sur l'état de votre mental et de votre ego. Voici mon conseil du jour. À bientôt.